qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre mes premiers 1000 euros de cash flow en 2023? En plus de dire que l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est dur. Non, des fois, c'est juste de l'incompréhension. Ne crois pas à l'agent immobilier, déjà. On est clairement noté, on a une note. Ah, bien sûr. Attends, parle-nous, ça on doit savoir. Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis extrêmement content de te retrouver pour ce podcast parce qu'aujourd'hui je suis avec Julien de Investoranta. Bonjour tout le monde, et ça fait grave plaisir d'être là. On est bien posé, le siège est confortable, quasi neuf. Belle lumière, plantes, on est tout bon. Parfait. Très bien. Je cherche pas à te vendre un appartement, tu sais. Non, oui, excusez-moi, c'est la déformation professionnelle. Donc, en plus, isolation phonique, les gars, on est bon. On est bien. Oui, parfait. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, pour faire simple, je t'ai rencontré à un séminaire de business en octobre 2021, le séminaire de Maxence Rigotier. Tu étais au premier rang, place VIP. C'est ça. Et puis, j'étais chauffeur de salle pour cet événement. Tu es venu me parler après, et puis on a pu échanger. Ouais. Et j'ai fait mes recherches sur toi et tu as un business qui s'appelle un business, donc tu as plusieurs business, mais là le business pour lequel on vient aujourd'hui c'est Investoranta. C'est ça. Qui est tout simplement ton business dans lequel tu partages tout ce que tu as appris en termes d'investissement en immobilier parce qu'il faut le dire, tu as à toi seul acheté plus de 56 biens. C'est ça exactement. Ouais. Et tu fais aussi une activité d'immobilier avec ton cousin, Jean, qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui est ton associé également. Et à vous deux, vous avez 96 biens. Donc je trouve ça incroyable parce que c'est peu commun, on n'entend pas beaucoup ce genre d'histoire. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour qu'on en parle et pour qu'on puisse apporter des clés aux gens qui veulent se lancer également. Tu vois, des clés en plus, des clés d'appartement aussi. Tu vois que le gars, il a quand même réfléchi, tu l'as préparé celle-là. Non, pas du tout. Mais là, tu t'es rendu compte tout seul. En fait, ça se voit que ça c'est. Tu dis, attends, il y a une connexion, c'est bon ce que je viens de faire. Connexion, franchement, on se jette des fleurs de même. Mais oui. Tu te médailles, histoire de. Puis voilà. Tout simplement. Donc, Julien, comment tu vas ? Écoute, ça va plutôt bien. Ça fait 1 mois et demi que je suis revenu en France après 1 an de voyage avec ma femme et mon bébé. Et donc là, ça y est, on avait fait le voyage, donc on avait vraiment brûlé le bateau, on avait vendu maison, voiture et tous les meubles, tout. En gros, notre vie était dans 2 valises, ma guitare, la poussette. Tu vois, donc c'était vraiment frugal, quoi. Et on était parti, et donc on est parti à Dubaï. Ça nous a pas plu que ça, parce que c'est pas une ville pour la famille, clairement, et pas pour les piétons. C'est vraiment une ville pour voiture. Après, on est parti au Brésil. Donc là, on a kiffé. On a vraiment kiffé. On était sur la plage d'Ipanema, pour ceux qui connaissent. Et c'est chouette, la nature de dingue, une ambiance sportive que j'ai jamais vue. Ça fait du sport tout le temps. Les mecs qui montent des salles de RPM, des salles de crossfit sur la plage. Hallucinant. Ils montent à 5h du matin, ils les démontent à 23h30 du soir. T'as tout, t'as des ambiances de dingue, t'as les clubs de vélo, pour ceux qui aiment bien, ma femme y allait, c'était ouf. On avait trouvé crèche pour mon petit bonhomme, c'était canon, enfin voilà, bref. Magnifique. Comment ? Magnifique. Ouais, c'était vraiment cool. Et puis après, on est revenu 3 semaines en France pour voir un peu les amis, la famille et tout, parce qu'on s'était barré quand même pendant 6 mois. Et on a fait notre séminaire le 1er et 2 octobre 2022, où je t'ai dit, écoute, Ntoi, on cherche un mec qui peut nous chauffer la salle et leur péter la tête. Et on sait que tu es capable de le faire. Est-ce que tu es chaud ? Et puis, tu as dit, ouais, carrément, c'est bon. Donc, tu as annulé plein d'autres événements, je crois, pour nous. Et c'était vraiment sympa. Magnifique. Quelle introduction. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu parles de ton train de vie, du voyage, de pouvoir prendre ce qu'il y a de meilleur. Je voudrais directement que tu nous partages des sacrifices que tu as dû faire pour arriver à ce train de vie. Les sacrifices, déjà, tu oublies tout ce qui est signe extérieur de richesse, parce que le but, c'est de vivre de manière la plus frugale, entre guillemets. Toi, moi, je me souviens, j'avais une Clio 3 à l'époque, avec un crédit. J'ai dit non, c'était quand ça ? C'était quand ça ? C'était en 2011, je crois. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Non, 2001, je te dis une bêtise, 2014. Et c'était à crédit. Je dis non, hop, on shoot ça. Et je me suis mis en C1, une vieille C1 commerciale, donc de place. Et ça avait plus de 10 ans, ce truc-là.
je m'en foutais, ça me déplaçait d'un point A à un point B. Donc ça me suffisait, c'était vraiment pour me tracter. Il n'y avait même pas la clim, donc des fois quand je descendais dans le sud, ça piquait un peu. Oui. Ouais, pour info, je viens de l'Est, donc de Nancy. Là où il y a tous les faits divers, en gros, de l'Est, c'est de France, bah, c'est là. Et comme quoi, il n'y a pas que des faits divers, il y a des faits aussi heureux et de bonheur. Et puis, bah, nous, on en a. Et donc, ouais, les sacrifices, bah, le vendredi soir, tu sors jusqu'à 22h, parce que le lendemain, tu vas bosser pour ta pomme. Puis, de toute façon, passer minuit, de toute manière, ça sert à rien. Le plus gros risque que tu prends, c'est d'aller te claquer des bouteilles en boîte. Et donc, de claquer de la thune, ça sert à rien. Le lendemain, au moins, tu as vu tes potes la veille, et au moins, tu peux bouger le lendemain, aller bosser. Et ouais, en l'espace de 4 ans, j'ai charbonné quand même, avec des erreurs et tout. Rétrospectivement, j'aurais pu faire 2 ans et demi, si j'avais pas fait les conneries que j'avais faites. Mais bon, ça, c'est comme ça. Et ouais, le soir de mes 35 ans, une promesse que je m'étais faite, bah, j'ai annoncé quand j'ai fait une fête avec tous mes amis et tout, j'ai invité tout le monde. Bah, j'ai dit, bah, écoutez, je prends ma retraite, les gars, c'est fini, quoi. Et tout le monde a halluciné. Et puis j'avais claqué ma dème le lundi suivant, parce que j'étais pas en état le lendemain. Le lundi suivant, pour filer la dème à mon patron, il comprenait pas et tout. Puis il me disait, ouais, mais tu sais, je peux te garder pour une nécessité de service. Là, je l'ai bien regardé dans les yeux. Je lui ai dit, écoute, il y a bien un truc qu'il faut que tu comprennes. Quand un mec qui veut partir, il veut partir. Je suis pas enfermé avec toi, c'est que tu es enfermé avec moi. Donc si tu veux que je te fasse vivre un enfer dans ton service, garde-moi. Mais un conseil, faisons que la passation se passe très bien. Ouh là là. Et là, le mec, il a dit non, mais je disais ça comme ça. Je fais ouais, moi aussi. Non, mais ok, voilà. Très bien. Est-ce que, donc, ce que tu faisais, juste pour redonner un peu ton parcours, tu viens du Grand Est, de Nancy? Ouais, je viens de Nancy. Attendez, de Nancy, hein, c'est marrant. Ouais, de Nancy, ouais, et toi de Metz. Donc enfin, je suis né à Nancy, de base. Ah, bon, ouais, ça va. Ça va. Mais qu'est-ce que tu as été foutre en Allemagne alors? Non, à Metz. Bah, l'Allemagne, oui, c'est ça. T'as vu, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas nous créer des soucis. Mais c'est la rivalité pour tout le monde, j'avoue, c'est la rivalité, c'est toujours un peu la petite vanne. Mais tu viens du Grand Est, tu as fait des études parce que tu sais ce qu'il fallait faire. J'ai fait des études pour être banquier, en fait, parce que je voulais apprendre le financement pour acheter des biens immobiliers, tu vois, c'était quand même stratégique. On n'avait pas de thunes à la baraque et donc j'ai fait des boulots la nuit et tout. En termes d'assiduité, j'ai battu un record quand même, je suis à 6 heures sur un semestre. Validé, je tiens à préciser quand même. J'étais assez content de ça. Les profs me disent, mais c'est pas possible, t'es un branleur et tout. Mais oui, mais je sais ce que vous vous attendez. Donc après, quand tu sais ça, ça va plus facile. Hein. Les études, c'est juste démontrer ta capacité d'adaptation à passer à un moment donné une étape. C'est juste ça, quoi. Et ouais, donc voilà, j'ai été banquier pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et puis après, je suis devenu inspecteur des impôts. Ah. Ouais, je sais. Non mais c'est bon, j'ai arrêté. Et ça pendant 8 ans. Et bah forcément, ça donne d'excellentes clés pour le business, la banque, parce que tu vois que des entrepreneurs, parce que j'étais sur le professionnel et le patrimonial, donc aussi pour les placements. Ça verra pour tout à l'heure, tu verras la petite boucle. Et à côté, la fiscalité, parce que moi je voyais les clients qui se faisaient défoncer par la fiscalité, je me disais, c'est pas possible, les mecs ils savent pas, quoi. Et au lieu de payer des avocats fiscalistes qui coûtent à peau du cul, pour souvent bien du bullshit, je vais apprendre par moi-même, tu vois. Et heureusement, et donc au cœur du système, tu apprends vraiment comment ça se passe, quoi. Donc et tu dis, ok, c'est bon, ça marche. Et là, je savais que j'avais toutes les clés en main pour réussir. Après, la seule chose, c'est que j'attendais pas un alignement de planète, parce que ça n'existe pas. Il y a que toi et ta rage, ta volonté, quoi. Et j'ai mis vraiment toute ma rage pour pouvoir arriver à acheter mes 40 appartes. J'ai franchement rien lâché. Il y a des nuits qui étaient bien merdiques, mais derrière, ça vaut le coup, tu vois. Quand tu claques ta LM, t'as 35 ans, t'as plus besoin, t'es sorti du game, c'est bien, quoi. Et puis, au bout d'un mois, tu te fais chier. Tu commences à te lever à 10h30 dans les journées. Tu dis, bon, on va peut-être essayer de récupérer un rythme. Et puis, moi, j'ai toujours été dans la formation, parce que je formais déjà des gens aux impôts, puis un petit peu à la banque, un petit peu. Hein. Et je me suis dit, tiens, et puis je formais aussi sur le reprenariat à la faculté de droit et éco à Nancy, pour la petite histoire. Et puis, je me suis dit, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même transmettre le savoir et les connaissances. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais créer des rentiers. Alors, on va créer des rentiers. Et du coup, on s'est lancé avec Jean, qui lui aussi, toi, ça le titillait, ça le cherchait, et go, quoi, on y va. Et on a créé, donc à l'époque, c'était Immorenta, ok, Jean-Yves Luan. Et après, on a transformé ça par Investorenta, qui chapeaute du coup plusieurs autres choses, donc Immorenta et Boursorenta.
Parce que une fois que tu as du cash flow et tout, bah, ton argent, il faut le protéger. Et si tu ne le protèges pas, tu vas te le faire bouffer par déjà tous les prédateurs financiers, parce qu'il faut avoir des réflexes, clairement. Et puis l'inflation. Donc il faut protéger ton argent. Et surtout, cet argent-là doit travailler plus dur que toi. Donc c'est pour ça qu'on a créé ça aussi. Et surtout, c'est que je me suis rendu compte que tu n'avais pas besoin d'être riche pour commencer à investir en bourse. Croyance que j'avais avant, hein, bien sûr, en étant en banque, parce que le prisme, il n'est pas bon, quoi. On dit, bah non, c'est que les gestionnaires de fortune, ça gagne de l'argent et basta, tu vois. Sauf que non, c'est faux. C'est complètement faux, quoi. Donc tu peux attaquer même avec 50 balles par mois, tu te mets ta rigueur, tu fais un bon DCA et tu vas chercher la bonne action qui va bien. T'en prends pas plusieurs, hein, 50 balles, t'en prends qu'une, hein, tu te prends pas la tête. Et puis tu es régulier et t'achètes, et t'achètes, et t'achètes. Je peux te garantir que dans 20 ans, tu vas au million. Alors que si tu mets ça sur ton livret A, je crois que tu arrives dans les 100... Attends, non, beaucoup moins. Oh, je ne sais plus le calcul, puis j'ai pas mon phone, donc voilà, je ne pourrais pas... Mais c'est vraiment tout petit, quoi. Donc, sincèrement, il faut vraiment faire travailler aussi votre argent. Donc, payez-vous en premier. Faites de l'IMO pour justement grossir, et du coup avoir du cash flow. Le cash flow, vous l'utilisez pour vivre. Vous le passez, vous le trésorisez. C'est pour ça qu'on a fait en fait la bourse aussi, parce qu'en fait, on voyait que c'était hyper logique, tu vois, et que... alors, des fois, les gens disent « Ah, ils ne comprennent pas, ça y est, vous mettez aussi sur la bourse. » Mais non, en fait, c'est un chemin logique d'investisseur. Et en fait, de bonne gestion. Tu as une famille, alors peut-être pas, ou peut-être que tu es en train de la construire, mais sans déconner, quoi. Si tu fais pas ça, qu'est-ce que tu vas laisser derrière? Et en plus, même pour toi, en fait, ça va t'inquiéter, parce que tu vois que tu perds ton pouvoir d'achat, et donc du coup, l'épargne que tu as mis de côté, bah, elle se fait bouffer petit à petit. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc, il faut le faire bosser. Et c'est moins énergivore, la bourse, que l'IMO. Hein. Soyons transparents là-dessus. La bourse, il y a quand même... L'IMO, il y a un peu plus de boulot. Par contre, une fois que c'est en place, et ça génère du cash, et ça, c'est canon. La bourse, si tu te démerdes bien, c'est 5 à 10 minutes par mois, avec notre technique, bien sûr, pour placer ton pognon. Hein. Et ça s'arrête là, quoi. Et je dis 5 à 10 minutes parce que si tu as oublié tes identifiants, que tu galères et tout, hein, on est bien d'accord. En vrai, moi, personnellement, sur ma technique à moi, je passe 2 minutes 30. Hop, j'arrive, tac, tac, je place, boum, c'est fait, fini. J'en parle plus. Bon, il y a plein de choses que je voudrais savoir. Il y a plein de choses qui pourraient intéresser les auditeurs. Premièrement, puisque tu as été inspecteur des impôts, il faut quand même en parler, parce que puisque tu as les deux prismes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache absolument en tant qu'entrepreneur sur les impôts? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de soucis? Alors déjà, sachez que les impôts, c'est la seule administration avec qui tu peux parler, tu peux dialoguer avant de payer. C'est la seule. Clairement, l'URSSAF, elle va vous défoncer et que vous pourrez peut-être parler après. Et que les calculs sont obscurs. Alors que les impôts, sincèrement, c'est quand même transparent. C'est hyper transparent, les taux, c'est simple. Il n'y a quand même pas besoin de tortiller des fesses, tu le sais, quoi, tu vois. Donc ça, soyez réguliers sur vos paiements. Après, c'est tout. Et pour ça, prenez un bon comptable, en fait. Un bon comptable, il n'y a pas besoin que le comptable soit méga cher. Juste qu'il ait compris et qu'il soit, lui, rigoureux. C'est tout. C'est pas votre taf et vous devez lui faire confiance. Mais si vous avez trouvé le bon, donc prenez sur de la reco, c'est quand même mieux. Et là-dessus, vous serez protégé, quoi. Okay. Donc, voilà, ça c'est là-dessus. Et vous ne pouvez pas tout passer en charge, il ne faut pas déconner non plus. Une entreprise, c'est magique. On dit, voilà, on peut se payer en premier, on peut passer des charges. Mais vous ne pouvez pas passer vos slips et vos pyjamas dessus, les gars. On se détend, quoi. Qu'est-ce qui fait que les gens se font souvent avoir par les impôts? Quel est le signe ou quelle est l'erreur fatale? La peur administrative. En fait, tu vois, le problème des impôts, c'est que le langage est quand même pas accessible. Moi, forcément, c'est comme si je lisais un bouquin. Quand je regarde le BOFIP, c'est comme si je lisais un roman. Je le comprends, mais forcément, j'ai été dedans. En vrai, c'est pas compliqué, franchement. Néanmoins, n'ayez pas peur de ça. Je sais que c'est douloureux et tout. Faites-le au premier dans la journée. Et déléguez un maximum au comptable. Vous dites au comptable, écoute, moi, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. On fait ça pour toutes mes notes de frais. Dis-moi comment je fonctionne maintenant. Les comptables, ils sont pas bêtes. Ils ont même des systèmes avec les applis. Hop, tu scannes tes tickets ou je sais pas quoi. C'est parti, tu vois. Donc, mets juste une petite routine là-dessus et ça va aller. Et là, par contre, c'est même pas les impôts, en fait. Le plus gros problème, c'est que la plupart des entrepreneurs confondent le chiffre d'affaires avec la marge. Et nous, on dit, j'ai gagné 1 million cette année. Ah, super, c'est cool.
T'as combien en marge? Ah, je sais pas, mais voilà, j'ai 1 million. Et les mecs, en fait, ils claquent tout le pognon. Bien souvent, ils avaient peut-être que 50 000 balles de marge, d'ailleurs, sur le e-commerce. Pas tous, bien sûr, mais en majorité. Il y en a qui s'en sortent très, très bien. Mais ils claquent 200 000 balles. Après, ils n'ont plus de thunes pour payer la TVA ou les charges. Et donc là, voilà. Donc ça, c'est en fait le plus gros danger, tu vois, au fur et à mesure de réfléchir, de brainstorming, c'est la confusion entre chiffre d'affaires et marge. Et toujours garder du pognon pour les charges. Toujours. Et demandez, même si vous ne savez pas trop, vous demandez à votre comptable, les gars, combien je peux. Mais vous devriez même le savoir vous-même. C'est pour ça qu'on a lancé, nous, notre Mastermind Business, parce qu'on va parler aussi des finances pro, parce qu'on voit bien qu'il y a, il y a un peu une omerta, il y a un peu un truc là-dessus, il ne faut pas trop dire et tout, parce que les gars ont peur de faire leurs chiffres pour voir la vérité, que merde, peut-être qu'ils ne sont pas assez rentables. Ouais. Et que, toi, on va accompagner aussi sur ce pilier-là, parce qu'on pense qu'il est fondamental. Et quand tu as de la clarté, ça le fait, parce que tu sens que c'est un problème de désorganisation, que les mecs ils se sentent seuls, qu'ils ne savent pas forcément faire les bons choix, du coup ils ne savent pas aussi faire leurs chiffres et leurs vrais chiffres, parce qu'il y a toujours un peu, tu sais, le fantasme quand tu fais tes chiffres, tes KPI comme on dit, toi c'est ça, et puis tu te sens un petit peu seul aussi, et ouais, il y a ce truc qui, l'entrepreneur, non, toi, il montre pas sa faille, il est costaud, c'est un truc de bonhomme, toi. Alors c'est complètement faux. Et en plus de dire que l'entrepreneuriat, c'est dur. Non, des fois, c'est juste de l'incompréhension. Mais des fois, c'est juste ça, mais les mecs, ils en font une montagne. Tu dis, attendez, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Après, il faut juste avoir un peu de temps pour prendre en conscience, quoi. C'est intéressant. Mais faites clairement vos chiffres. Je comprends tout ce qui est la solitude et tout, et puis tu sais pas trop forcément à qui en parler et tout, et puis dans ton entourage, t'as pas forcément que des entrepreneurs. Donc, je comprends que les gars sont en galère là-dessus et tout. Et en fait, il y a un vrai besoin. Nous, on l'a détecté, et on avait déjà commencé, nous, à accompagner des personnes dans le business, tu vois. Puis là, on s'est dit, attends, tu sais quoi, on va faire vraiment un vrai truc et un vrai programme. Et donc là, on a basé ça sur 5 piliers. Il y a 40 thématiques. C'est l'implémentation de port. Nous, notre truc, c'est pas des vacances. Ça s'appelle le Mastermind exponentiel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois. Par contre, avec nous, tu bosses, t'es pas en vacances. Ouais. T'implémentes. Tu prendras tes vacances après parce que tu pourras les prendre. Parce que tu sauras où tu vas, tu auras ta clarté, tu seras accompagné, tu auras une vision extérieure, tu auras des vraies directives, tu auras un vrai plan d'action aussi. Parce que j'imagine... tu dois avoir des fois, t'as dû avoir des manques de clarté et tout. Tu étais peut-être en galère, non? Ok, c'est intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler également. Oui, bien sûr. Avant d'arriver, parce que j'aimerais quand même rebondir sur ce que tu as dit sur le fait de prendre ta retraite, de faire une soirée, de la faire à 35 ans. T'as quel âge au passage, si c'est pas indiscret? Maintenant j'ai 39, le temps un peu passé, quoi. 4 ans de retraite déjà. Ouais, alors 4 ans de retraite, mais au final, c'est pas 4 ans de retraite, parce que comme j'adore entreprendre, au final, je me suis vraiment rendu compte de ça. C'est pas de la retraite, mais par contre, toi, c'est de l'activité passion, donc c'est cool. C'est cool. Ouais, alors je dis pas que des fois, tu as des nuits un peu merdiques aussi, encore une fois. Certes. Ça, il faut arrêter de raconter ce bullshit que, entrepreneur, c'est cool, tout va bien et tout. Tu sais, il y a ce fameux truc, ce qui me gonfle un peu en ce moment, c'est que l'entrepreneur, en gros, c'est un peu c'est la race supérieure en ce moment. Où, moi, je suis entrepreneur, je suis quelqu'un, et le mec en face, qu'il soit juste salarié, c'est une merde. Non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Ça me gonfle un peu, là, toutes les stories, les réels à la con là-dessus. Non, et en plus, un truc, c'est, n'oublie pas que sans ta team, t'es rien. Tu restes juste un artisan. Donc, n'oublie pas ça. Ouais. Ce que j'aurais voulu savoir, pour redonner un peu de contexte, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore acheté leur premier appartement. Quel conseil tu pourrais donner parce que je pense que c'est le premier appartement qui est le plus dur à faire, comme c'est le premier podcast, comme la première chanson, le premier livre, le premier client, c'est le chiffre 1 qui est le plus difficile. Ta première fois, quoi, en gros. Première fois. Voilà, ta première fois. Tout simplement. Quel conseil on pourrait donner et si possible, des conseils qu'on n'entend pas souvent, des erreurs, par exemple, qui sont cruciales, mais qui ne sont pas tout le temps dites, que font les premiers acquéreurs? Ouais, alors, ne crois pas à l'agent immobilier, déjà. Ça, c'est vraiment la toute première chose, et le vendeur, forcément. Et concentre-toi uniquement sur les chiffres. N'écoute pas ton cœur. C'est uniquement ça. Tu dois analyser de manière très froide, en fait, l'appartement et les chiffres que tu as en face. Okay. Et si tu vois que si tu ne gagnes pas d'argent, ne l'achète pas. Donc, on n'achète pas de résidence principale?
en premier lieu? Moi, effectivement, je préfère le locatif en premier parce que tu ne seras pas emmerdé par le système d'encours que les banques vont à un moment donné te mettre dans les dents parce que la résidence principale, tu sais, tu achètes toujours un petit peu plus cher et tu fais un peu plus de conneries. Alors que le locatif, si tu achètes de manière froide et catégorique, tu vas avoir des bons KPI tout de suite et l'encours, ça va être OK. Et puis tu pourras aller voir d'autres banques, mais ils auront vu que tu as déjà un passé d'investisseur et que ça va bien fonctionner. Et que tu vois que ton cash flow augmente, ton épargne augmente et que l'encours sera moins un problème. Et aussi le taux d'endettement, il y a un moment donné, tu t'en fous aussi parce que tu passes dans les dérogatoires après. Mais le tout premier est fondamental. Et que si tu croques celui-là, derrière tu vas vraiment galérer. Moi personnellement, j'avais croqué mon premier. Oui. Je vous le dis clairement. Et ça t'a empêché d'investir pendant 3 ans? Ouais, c'est ça, 3 à 4 ans, c'est ça exactement. Et en fait, j'ai pris une décision douloureuse, mais au final, j'ai vraiment bien fait de la faire parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de me débloquer. C'est que je l'ai vendu. Tu ne t'attaches pas à ton bien immobilier, ce ne sont que des boîtes. C'est que des boîtes. D'accord? Et hop, chaque mois, j'ai mon cash flow, je le prends, clac, tac, et tu prends ça. Voilà, c'est ce que tu fais. Ce ne sont que des boîtes. C'est tout. Donc, première chose, c'est de ne pas écouter l'agent. Ouais. Dans quel sens? Vérifier toujours ses dires. Ok. Vérifier ses dires. Alors, il y a les diag maintenant. Il y en a trop. On va le dire, il y en a trop. Les mecs, c'est vraiment pour faire bosser les diagnostiqueurs. Mais ça permet de mettre en exergue tous les défauts et les avantages comme de ton appartement. Alors même si tu les piges pas tous, après tu peux te faire accompagner. C'est pour ça que nous aussi on s'est mis là-dedans à accompagner les personnes parce qu'on s'est dit attends, il y a des mecs qui partent un peu en live et tout. Puis et ce qu'on voyait, il y avait trop de bullshit. Et on dit mais attends, ça tu l'achètes pas parce que c'est un vrai problème. Tu ne le prends pas. L'agent immobilier il m'a dit ça. C'est des conneries parce que l'agent immobilier il vise qu'une seule chose, c'est sa com. Et je le comprends. Mais avertis bien la personne, c'est tout. Fais juste ton taf, quoi. Mais l'agent immobilier s'en fout, il est protégé par le notaire derrière. Donc, il s'en fout, toi. Donc, non, les diags, c'est vraiment bien. Et puis, si tu as encore des doutes, pose un peu des questions. Bon, à un moment donné, quand tu as un doute parce que tu as peur de te lancer, là, maintenant, il faut y aller aussi. C'est pas quand tu as eu tes réponses à tes questions, tu y vas. Tu y vas. Il dit, oui, mais si je trouve pas de locataire, t'inquiète pas, il y a de la demande locative. Et on a. Ouais, mais si je tombe sur un mec qui paye pas, c'est 2% la stat des mecs qui ne payent pas leur loyer en France. C'est que 2%? Ouais, c'est que 2%. Mais on retient que ça. On n'a jamais entendu parler. Que 2%. Ouais, c'est que 2%. Ok. Sans déconner. Après, je dis pas que dans les 98% restants, il y en a qui ont un peu de mal à payer. Mais si tu les tiens correctement, ça paye. C'est tout. Il faut juste bien leur expliquer que toi, tu n'es pas la banque. Et que justement, tu as un crédit à rembourser à la banque. Ok, donc il ne faut pas se mettre la banque à dos. Alors la banque, il faut pas les croire non plus. La parole d'un banquier ne vaut rien, je le sais parce que j'y ai été. Tant que vous n'avez pas l'écrit, l'offre de crédit dans les mains, vous n'avez pas votre crédit. Ok. Ah mais c'est bon, Julien, t'es financé et tout. Non, c'est pas bon. Ma guerre, elle continue tant que j'ai pas ce financement, tant que je ne l'ai pas. Ok. Donc là-dessus, vous lâchez rien. Et puis ne vous faites pas décourager par les banquiers, parce que c'est des mecs comme toi et moi. Et il y a des jours où ils sont un peu... ils sont moins en forme, où ils ont moins envie, parce qu'ils se sont engueulés avec leur femme le matin, les gosses elles ont pris la tête, j'en sais rien, la bagnole était tombée en panne, bref, toutes les conneries possibles. Et ils arrivent au truc, leur chef leur tanne aussi, il dit « Ah, les objectifs, tu retard et tout ». Le mec, il arrive, il n'est pas dans de bonnes dispositions pour voir ton projet, puis il dit « Ah, j'y crois pas, c'est de la merde ». Faites gaffe à ça, et allez voir d'autres gars. Allez voir d'autres banquiers, d'autres conseillers. Il y en a qui seront bons, d'autres qui seront pas bons. Il y en a, ils veulent pas se faire chier, ils veulent juste faire du financement de résidence principale. C'est facile, c'est limpide. Alors dès qu'il faut commencer à mettre des revenus locatifs, il y en a qui comprennent pas. Et c'est la vérité. C'est pas parce qu'un mec, il a le costume et qu'il a son nom sur une porte dans une banque qu'il est forcément compétent. Donc ne vous faites pas démoraliser par ça. Combien de fois, nous, on a eu des personnes qui nous ont fait confiance, qui sont venues dans nos programmes d'accompagnement. Ah, mais le banquier m'a dit ça. Je dis, arrête, on va en voir d'autres. Et à la fin, ils se font financer. Ils disent, tiens, mais heureusement que j'ai pas abandonné. Bien sûr. Ça y est, moi, j'ai mon cash flow et tout, c'est cool. J'ai 12,5 de renta. Moi, je me suis fait 1000 balles à ce mois-ci de cash flow. Et c'est cool, tu vois. Mais parce qu'ils ont pas abandonné et surtout, ils ont arrêté de croire des autorités. Parce que c'est des autorités quand même, banquiers, agents immobiliers, notaires. Voilà. D'ailleurs, au passage, les notaires, il y a aussi des notaires qui finissent en prison. Je tiens à préciser quand même ce fait-là, qui est rigolo, mais qui croque des fois dans la trésorerie que les banques leur envoient pour acheter les biens immobiliers. Oh là là.
Ouais, il y en a un d'ailleurs qui était avec une actrice, je ne sais plus c'était avec elle, et qui avait flambé tout le pognon, hélico, tout le bordel, il lui avait craqué pendant 6 mois. Puis il y a un moment, il s'est fait quand même choper, quoi. Donc terrible. Ouais. Tiens, j'ai envie que tu nous partages un plan d'action pour atteindre, allez, qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre mes premiers 1000 euros de cash flow si je devais le faire en 2023. Plan d'action, si tu devais faire, tu devais commencer ça cette année, qu'est-ce que tu ferais? Première étape, tu fais quoi? Ok, je vois ma capacité de finance.